Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors hier, petite conversation avec mon ami Michel Bellil, connu également sous son nom d'artiste, Michel Bellis, 3S, et je lui soumettais la proposition suivante, que nous lisions. Il y avait toutes sortes de raisons pour lesquelles nous lisions, mais entre autres, celle-ci, majeure, fondamentale selon moi, apprendre à développer notre empathie, cette capacité de se mettre dans la peau des autres. Et pourquoi des œuvres comme celle de Dostoïevski ou d'Henry James ou de Marcel Proust sont si importantes? Il ne s'agit pas seulement que de savoir où se situe Proust ou Dostoïevski dans l'histoire littéraire, mais que leur puissance résidait dans cette capacité que ces œuvres nous offraient de nous mettre dans la peau, dans la psyché, dans les replis de la psyché des autres. Et ces replis-là, ils sont chatoyants, ils sont ténus, ils sont fragiles, ils sont interconnectés, ils sont pluriels, ils sont remplis, ils sont, ils sont saturés de significations multiples, ils sont machiniques, disait l'autre. Alors on y trouve beaucoup de choses. Et quant à moi, je pense que c'est là la part principale de la littérature. Cette ouverture à l'esprit des autres. Je vous soumets humblement cette hypothèse. C'est pour cela d'ailleurs que mon ami Luc, qui est devenu un lecteur en l'espace de quelques semaines, quelques mois, est devenu un lecteur, à mon avis, assez prodigieux, parce qu'il va à l'essentiel. Est-ce important de savoir où se placer Dostoïevski dans l'histoire littéraire? Oui, c'est important. Est-ce nécessaire? Non, si on ne veut pas passer à côté de l'essentiel du travail de Dostoïevski. À moins qu'on se prenne pour Dieu et qu'on utilise les auteurs comme des petites figurines sur un vaste échiquier où on refait le monde dans une sorte de solipsisme où nul ne dialogue avec nous, à l'instar d'un ciel vidé de Dieu. Mais en attendant, j'offre cette petite lecture à mon ami Daniel Laprès, avec qui nous avons publié Un escadron de la mort, paru aux éditions Accent Grave, sa maison d'édition, et la compagnie à numéro, ma maison d'édition, qui est une toute petite maison d'édition confidentielle qui publie une revue, un collectif, quand bon lui semble. Nous ne sommes pas poussés par la nécessité, nous sommes poussés par le plaisir et le désir. Et donc, oui, j'offre donc cette lecture à Daniel Laprès. Tiré de ceci, Pierre Baillargeon, Les médisances de Claude Perrin. Et qui est Pierre Baillargeon? Il est un auteur qui a publié quelques livres à peine. Il a fondé, entre autres choses, la revue Amérique française, qui, pendant 10 ans, de 1947 environ, jusqu'en 1957, a été la revue la plus importante au Québec, une revue littéraire. Roland Giguère, Gaston Miron, Anne Hébert, entre autres choses. Ils ont fait leurs premières armes. Et cette revue, fondée par Pierre Baillargeon, a été vendue à François Hertel, qui, comme vous le savez, a été en quelque sorte le maître intellectuel de Pierre Elliott Trudeau. Et je possède
la copie de l'acte, pas la copie, je possède l'acte de vente de cette transaction-là. Où je l'ai mis, quelque part dans ma bibliothèque, je ne sais pas où, mais là, elle est là quelque part. Et on y trouve, entre autres, bon, que l'acte de le passage de la propriété de cette revue Amérique française de Pierre Baillargeon à François Hertel a été vendu pour 400 $ et que le témoin de cette transaction est Pierre Elliott Trudeau. Pierre Elliott Trudeau, qui, à l'époque, était un homme sérieux, c'est-à-dire qu'il fréquentait des poètes, et après, et des littérateurs, et après ça, bien, vous connaissez la suite, tout a dégénéré pour lui, et il est devenu premier ministre du Canada. Et en plus, le bougre s'est reproduit, et maintenant, nous avons sur les bras son fils, que je ne cesse d'appeler Justin Sinclair Trudeau. Je lui ai accolé le nom de famille de sa mère, car pour moi, quand je le vois apparaître, ce Justin-là, eh bien, c'est à sa mère que je pense. Ouais, davantage qu'au père. Est-ce une bonne nouvelle pour lui? Est-ce une bonne nouvelle pour nous? Je ne me prononce pas. Mais j'ai peine à croire que j'aurais passé toute ma vie à entendre parler d'un Trudeau, père et fils. Et que même sur mon lit de mort, j'aurais passé également ma vie à entendre parler de Céline Dion. Et que, probablement, même sur mon lit de mort, je vais encore avoir entendu parler de Céline Dion. Comment échapper à la prison Dion? Je sais pas. Alors, je vais un tout petit passage, le portrait. Ô mon lecteur, je veux te laisser de moi un portrait. Je ne te raconterai pas ma vie entière. Elle est l'œuvre des autres bien plus que la mienne. C'est un tissu de sottises que je n'ai pas toutes commises. D'ailleurs, pour écrire une autobiographie complète, il faudrait y travailler sa vie durant. Ce qui ne saurait plus vivre et par conséquent n'avoir rien à dire. En vain, les auteurs de journaux intimes ont tenté de ne rien perdre. Les meilleurs d'entre eux n'ont réussi qu'à parler trop. Leurs œuvres sont tellement longues qu'elles en sont moins précieuses que le temps qu'il faut mettre à les parcourir. Une œuvre littéraire doit être concise. Les mots inutiles sont des moments perdus. L'obscurité elle-même n'est un défaut que parce qu'elle est une longueur. L'on doit donc se borner à l'essentiel, c'est-à-dire à soi-même. L'essentiel ici tient dans chaque instant d'une longue vie. Il pourrait aussi tenir en une phrase. Si l'on en écrit généralement plusieurs, c'est par crainte de manquer la seule bonne. Et moi, c'est beaucoup plus que moi, ou ce n'est rien. Si je croyais que je ne suis que Claude Perrin, je ne prendrais pas la peine de m'écrire. Je serais alors une somme d'instants, et mon livre lui-même une somme, pas un être, mais tous les temps du verbe être multipliés. J'ai été veule, j'ai souffert, j'ai été patient. Ce qui m'appartenait en propre le plus souvent, c'était ma réaction, c'est-à-dire entre l'action des autres sur moi. Et rien presque de ce que j'ai fait n'est venu de mon chef. D'initiative, je n'ai eu que l'inspiration. Encore n'ai-je mené à bonne fin aucune de mes œuvres. Le plus petit obstacle m'a arrêté. J'ai succombé à la moindre tentation. Voilà mon histoire. Quelle importance. Je ne suis point là. La meilleure idée que l'on puisse se faire d'une personne ne vaut pas l'idéal qu'elle cherche à réaliser et qui, seul, à mon avis, la résume bien. Loin d'être un vague but en dehors de soi, il en est comme la projection dans l'avenir. Un peu dans le même ordre d'idées,
On dit bien que celui qui représente le mieux ses compatriotes n'est pas l'homme de la rue, mais le grand homme, l'écrivain, le héros, le saint, le Français typique, par excellence, devrais-je plutôt dire, n'est point le Français moyen, individualiste et bedonnant, mais Bayard, mais Saint-Vincent, mais Racine. Chacun d'eux a fourni une épithète à la description du français, et c'est leur image qu'évoque en nous le nom de leur pays. Ils sont le portrait de la France. De même encore, on dit bien que c'est dans Plutarque que l'on apprend à connaître les Romains et les Grecs, non chez Fustel de Coulanges ou Bury. Parlant de ces héros plutôt que du peuple, Plutarque a négligé les faits pour s'attacher aux sentiments profonds de tous les Grecs et de tous les Romains, sentiments que les grands hommes incarnaient à leurs yeux ou que peut-être il inspirait. Qu'ai-je été? Que suis-je? Pas de verbe plus creux que le verbe être. Il n'y a qu'une façon d'être. N'être plus. Et encore, la mort ne résout rien. Pure solution de continuité. La vraie fin de l'homme, ce n'est pas la mort, c'est sa perfection. Celle-ci peut être atteinte ici-bas. Le plus souvent, elle se projette au-delà de l'existence. Au bien des hommes, il a manqué quelques années pour s'accomplir. Si l'on veut les connaître à fond, besoin est d'imaginer achever leur œuvre, sublime leur vertu, réaliser leur idéal. Pour tracer le cercle, on prolonge la courbe. Au contraire, ne tenir compte que de ce qu'ils ont fait est dû, par conséquent,